Une séquence d'un film de Cécile B. DeMille sur les croisades me paraît assez bien résumer certains rapports Orient-Occident. On y voit Richard Cœur de Lion qui fait apporter une barre de fer et la casse en deux avec son épée. Ce sur quoi Saladin lui répond « Mon cousin d'Angleterre vient de montrer la force de son bras, mais non pas la trempe de son épée. » Il prend alors un voile de mousseline au cou d'une servante, jette le voile en l'air, la mousseline décrit une arabesque, retombe lentement et se coupe en deux sur l'épée courbe tendue. Certes, il y a eu des affrontements dans les croisades, des luttes, des tensions, mais au-delà, il y eut aussi un dialogue des cultures. Qui pourrait raconter l'horreur de l'invasion des Sarrasins soufflant sur la chrétienté comme un vent brûlant et mortel? Ainsi parlait un évêque byzantin du 7e siècle, relatant le traumatisme que subirent les peuples d'Europe quand déferlèrent sur eux les cavaliers d'Arabie, frappant la chrétienté d'effroi et de stupeur. La première réaction, c'est une réaction de peur défensive. Il y a toutes sortes d'invasions à l'époque, les Normands qui viennent du nord, il y a les Hongrois à cette époque à l'est, etc. Il y a toutes sortes de peuples pillards et envahisseurs. C'est tout ce qu'on voit. On ne se penche pas beaucoup sur leur état d'âme, sur ce qu'ils pensent, etc. La mer appartient désormais aux Sarrasins. Le centre de gravité de la chrétienté se déplace de Constantinople à Aix-la-Chapelle. La foi de Mahomet aurait pour conséquence l'empire de Charlemagne. On a fortifié des murailles aussi bien contre les Normands au nord que contre les Sarrasins au sud. C'est ça, il faut se garder. Les châteaux forts se multiplient devant les raids fulgurants et sanglants des Sarrasins. Razzias, pillages, viols, meurtres ont pour effet de resserrer l'unité sociale et féodale. L'islam se présente donc d'abord sous l'aspect d'une agression, mais il s'avère aussi un danger moral pour le christianisme. L'autorité religieuse du pape l'emportera devant le pouvoir politique impérial. Le grand projet de reconquête, déjà en œuvre en Espagne et en Sicile, s'étend à toute l'Europe sous l'impulsion du clergé qui mobilise moralement les peuples d'Europe contre l'infidèle. Au départ, au 7e, 8e siècle, les Arabes, nouvellement devenus musulmans, ont conquis une grande partie des vieilles terres de chrétienté, la Syrie, l'Égypte, la Tunisie. C'était des pays remplis de cathédrales, d'églises, etc., où les pères de l'Église avaient fait des conciles, des lieux centraux de la chrétienté qui avaient été ravis. L'islam apparaît surtout comme une hérésie chrétienne. Dans l'image populaire européenne, Mahomet est un magicien qui a abusé de la crédulité des foules arabes. L'islam apparaît comme une organisation plus politique que religieuse, matérielle plus que spirituelle.
C'est ce scandale théologique que Pierre l'Hermite à Vézelay exalte à combattre en lançant les croisades. Cristallisant les énergies et les aspirations des chrétiens sur la Terre Sainte, Jérusalem et le tombeau du Christ, le prêche de la croisade résonne sous les voûtes de la basilique de Vézelay, et ses échos portés par un vent d'enthousiasme parcourront la chrétienté. L'Occident meurtri se rassemble autour d'un symbole, la croix, pour qu'elle s'élève à nouveau sur la ville sainte. D'abord par terre, puis par mer, les 8 croisades successives affirmèrent pendant 2 siècles l'autorité pontificale qui nommait les prédicateurs et les capitaines en assurant la sanctification du pèlerinage en Terre Sainte pour les fidèles. Des intérêts économiques et politiques s'y ajoutèrent. La conséquence fut la création des États latins d'Orient, Chypre, Saint-Jean d'Acre, Jérusalem enfin délivrée. Victoire précaire finalement, mais les croisades permirent aussi aux croisés de se faire une autre image de l'islam. Pour eux, il s'agit de foncer dans un ennemi détestable, et puis c'est l'essentiel. Donc, ce sont des infidèles, ce sont des barbares, d'une certaine manière, et ils ne cherchent pas beaucoup plus loin. Mais le chemin faisant, déjà au cours de la première croisade, en passant par la Turquie, en combattant les musulmans de là-bas, c'est-à-dire les Turcs seldjoukides, il y a un croisé qui dit dans le livre qu'il a écrit à ce moment-là, ces Turcs étaient admirables chevaliers. Parce qu'il faut toujours penser qu'il y a plusieurs images, il y a plusieurs valeurs. Alors il y a évidemment l'image centrale et la religion, c'est l'infidèle. Mais ce personnage-là se réfère à une idéologie qui est en dehors de la religion, c'est l'idéologie de la chevalerie qui est aussi très forte. Et il trouve que ce sont des gens qui se battent bien, qui sont loyaux, etc. Et il dit, s'ils étaient chrétiens seulement, ça serait des magnifiques chevaliers. Les croisades n'ont pas été seulement des expéditions militaires. De manière plus durable, elles ont été aussi l'occasion d'échanges entre les cultures de l'Orient et de l'Occident. Témoins de cette présence, les 3 craques des chevaliers qui défendaient les voies d'accès à Jérusalem. Dans nul domaine peut-être, comme celui de l'architecture militaire, de la conception et de la réalisation des châteaux forts et des citadelles, ces échanges Orient-Occident n'ont été plus intenses. Le résultat est dans des formes très dépouillées, pures, presque simplistes, parce que fonctionnelles. Elle ressemble un peu au château fort que les enfants font dans le sable sur les plages, ou bien encore à la tour du jeu d'échecs dans sa simplicité absolue. Le crack des chevaliers avait été construit pour durer et soutenir des sièges pendant des années et des années, 5 ans peut-être. Il a juste fallu quelques semaines à Baybars pour le prendre, bien que le crack ait été le lieu de siège et d'échange pendant le siècle de son existence. C'est ainsi que le crack des chevaliers demeure aujourd'hui non seulement en Syrie comme l'exemple de la présence des royaumes francs, mais également et surtout comme un exemple d'échange entre 2 univers.
À l'image du preux chevalier de la chanson de Roland, Saladin le calife partage l'idéal de l'héroïsme chevaleresque et devient populaire dans toute l'Europe. La citadelle du Caire, construite par Saladin, en arabe Salah ad-Din al-Ayyoubi, rappelle à la fois la fin des croisades avec le siège d'Acre en 1291, mais aussi les fastes, la chevalerie, la grandeur de Saladin qui est passé d'Orient en Occident, de telle sorte qu'on appelle dans les chroniques italiennes Saladin il nobilissimo signore, le seigneur très noble, et qu'il y a une chronique flamande de Saladin. Ce qui restera des croisades, avec les chansons de geste, ce sont les chroniques, relations plus directes et moins lyriques. Parmi les grands chroniqueurs, Joinville a scrupuleusement noté les faits et gestes de Saint-Louis jusqu'à sa mort à Tunis en 1270. Atteint de la peste, il n'arrivera pas à Jérusalem. Sommes-nous sur le clocher d'une cathédrale ou bien sommes-nous sur un minaret de mosquée? En réalité, nous sommes dans les deux à la fois. Et Cordoue marque la synthèse, l'union entre les différentes traditions d'Orient et d'Occident. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les habitants de Cordoue appellent leur cathédrale la Mezquita, la mosquée. Et au beau milieu de la mosquée de Cordoue est implantée une cathédrale. Nous sommes dans l'une des plus anciennes mosquées du monde musulman. Dès le 2e siècle de l'Hégire, la mosquée est construite. Mais il s'agit d'une mosquée qui s'étend de dynastie en dynastie, qui s'agrandit, parce que le plan est on ne peut plus simple. Une cour intérieure suivie d'une forêt de colonnes. Entre les deux, on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'on a muré les arcades, l'air, la lumière circule et la colonnade donne sur les orangers. Il y a un équilibre entre les fûts des arbres et les fûts des colonnes rapportées d'immeubles byzantins. Nous sommes au début de l'islam car le saint des saints, la direction de la Mecque est marquée par des mosaïques dorées et plus tard, le peuple entier de Cordoue, sa municipalité à la tête, intervient auprès d'Alphonse de Sage pour défendre la mosquée et empêcher qu'on la dénature. Après quoi, la cathédrale est construite et commence le temps de la Cordoue moderne. Car il y a un aspect de l'islam que l'on oublie trop souvent, c'est que l'islam est aussi, et en grande partie, une civilisation scientifique. Et que la rencontre entre la dialectique grecque et la révélation du désert y fut particulièrement féconde. L'islam y ajouta aussi ses propres sciences en développant l'expérimentation en physique, en chimie, en algèbre, en médecine en particulier. Comment ces connaissances se répandirent-elles dans le monde? Par les universités bien sûr, mais également par les commerçants, les artistes, les pèlerins et surtout par les traducteurs. Car la traduction fut un genre particulier, une tradition même dans les villes de connaissance musulmanes comme Cordoue, et cette tradition fut reprise et continuée par exemple, à Tolède, avec la célèbre école de traducteurs d'Alphonse de Sage, comme elle fut continuée bien au-delà de l'époque mauresque à Cordoue. Liée dès son origine à la philosophie, l'investigation scientifique des savants arabes s'est accompagnée d'une réflexion morale sur l'homme.
Montpellier recueillait dès le XIIIe siècle les fruits d'esprits comparables aux grands humanistes de la Renaissance. On peut dire qu'à l'heure actuelle, l'école de médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté de médecine du monde actuellement en exercice. Quelle a été l'influence de la médecine arabe? Alors, dans la population cosmopolite de Montpellier, il y avait des médecins d'origine latine ou grecque, des médecins d'origine juive ou d'origine arabe, et ceux-ci étaient à peu près équilibrés en pourcentage. Parmi les nombreux auteurs arabes, c'est Avicenne qui domine très nettement les autres, dont voilà d'ailleurs un très bel exemplaire. C'est le canon d'Avicenne, avec ici le premier livre de ce canon. C'est un incunable enluminé, comme l'étaient encore les anciens manuscrits de cette époque, pendant tout le Moyen-Âge. Les découvertes thérapeutiques de celui que le XVIe siècle surnommait encore le prince de la médecine étaient liées à une connaissance détaillée de l'anatomie humaine. Mais Avicenne est un nom parmi d'autres qui ont marqué la science et les techniques. Sur le plan médical, c'est incontestablement Avicenne, mais sur le plan chirurgical, c'est Abulcasis, qui a très nettement influencé les grands chirurgiens montpelliérains qui sont Henri de Mondeville ou Guy de Chauliac. Et nous avons justement à Montpellier un très beau manuscrit du XIVe siècle, qui est la chirurgie d'Abulcasis, avec de très nombreux dessins, des miniatures représentant des instruments, des pinces, des lancettes, des bistouris, des ventouses, des appareils, bref, tout ce qui était nécessaire pour un chirurgien dans l'exercice de ses fonctions. Si Cordoue était la ville des sciences, Grenade était la ville des arts. L'Alhambra est l'héritier d'une longue civilisation mauresque en Espagne. La civilisation musulmane, ici, a duré près de 600 ans. Et l'Alhambra est l'héritier de cette civilisation. Il réunit dans une synthèse finale, qui est une synthèse sans doute d'un baroque quelque peu orné, une civilisation classique qui commence à Damas par les descendants de la dynastie des Omeyyades. C'est à ce moment que le califat de Cordoue est créé par un héritier de telle sorte que l'Andalousie répète et prolonge l'Orient musulman. Et c'est sans doute le charme de l'Andalousie que d'être à la fois l'héritière de l'Orient, de recueillir par exemple le luxe de musiciens comme Ziryab, venu d'Asie, d'être ouverte sur l'Afrique et en même temps de communiquer largement au-delà des Pyrénées avec l'Europe et jusqu'à la vallée de la Loire. Les pièces de l'Alhambra sont à la fois des lieux de rêve, des lieux de faste et des lieux de repos. Lieux de repos à cause du jardin toujours présent. Lieu de faste à cause des réceptions des ambassadeurs, car il ne faut pas l'oublier, ce château est un lieu de pouvoir. Lieu de rêve aussi par les rencontres avec les poètes, les musiciens, le plaisir de vivre, les femmes. Il faut imaginer ces lieux peuplés de la sorte. C'est sans doute de la rencontre entre le faste, le rêve et le repos que naît le charme particulier de l'Alhambra. L'influence arabe est perceptible sur les panneaux qui racontent l'alliance des familles Roch et Conques à Montpellier. Le blason montre la tour du jeu d'échecs, dont le nom est précisément Roch en persan. Le mariage donne lieu à une fête et à un tournoi entre les prétendants. La dame est dans la tour qui la symbolise. Ces thèmes courtois appartiennent à l'une et l'autre civilisation. Ces deux familles de marchands témoignent de l'influence arabo-persane qui transitait par l'Espagne musulmane.
Tournoi factice qui rappelle la fantasia arabe. Les chevaliers simulent le combat en se saluant de la main. Puis le vainqueur fait sortir la dame de sa tour, qui va cueillir les singuliers fruits de l'arbre d'amour. On a découvert comment la poésie lyrique, et en particulier l'apologie de la dame, la princesse lointaine, la dame inaccessible, celle que l'on peut chanter, mais que l'on ne peut pas atteindre, thème qui demeure jusqu'à Nerval, jusqu'au surréaliste et bien au-delà, à sa naissance ici, en Espagne. Le gardien jaloux, l'impossibilité de s'aimer, comme dans Tristan, et enfin le thème de l'amour et de la mort, se retrouve aussi bien dans le lyrisme andalou que dans la grande voix de l'Occident médiéval, renaissant jusqu'à l'époque moderne.